Il existe encore aujourd'hui des objets capables de mettre à genoux tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire, la science, la cryptographie et même sur notre propre capacité à comprendre le monde. Des objets qui traversent les siècles en conservant une résistance silencieuse, presque arrogante face à nos tentatives de les percer. Le manuscrit de Voynich appartient à cette catégorie très rare. Un livre entier avec ses pages, sa matière, ses pigments, ses dessins, son organisation, mais dont aucun être humain, pas un seul, n'a réussi à comprendre le sens depuis plus de 600 ans. À l'époque où il est créé, au début du XVe siècle, l'Europe est encore un monde de manuscrits copiés à la main, de savoirs jalousement protégés, de médecins, de clercs, d'alchimistes, de visionnaires et d'humanistes qui roulent tous dans la même poussière historique. Et pourtant, rien dans les traités connus de cette époque ne ressemble à ce qui est écrit dans ce livre. Matériellement, le manuscrit est assez simple. Un volume relié dans un parchemin clair, un peu bombé, composé d'un vélin de grande qualité, sans couverture titrée, sans nom d'auteur, sans la moindre indication d'origine. Les tests au carbone 14 effectués sur plusieurs pages du livre indiquent que le parchemin a été fabriqué entre 1404 et 1438. Autrement dit, les feuilles existaient déjà au début du XVe siècle, prêtes à être écrites. L'encre, en revanche, ne peut pas être datée aussi précisément. Certains spécialistes, en observant les pigments et la manière dont ils sont appliqués, penchent pour une réalisation vers 1470. D'autres, à cause de détails stylistiques qui semblent échapper à l'influence de la Renaissance italienne, imaginent une production plus tardive, autour de 1510 ou 1520. D'autres affirment reconnaître la main d'un humaniste italien du Nord des années 1460. Chacun propose une date, une région, un contexte. Et toutes ces propositions paraissent plausibles, sans qu'aucune ne s'impose. C'est déjà un premier signe du mystère. Mais le cadre, le simple décor du livre, refuse de se stabiliser. Pourtant, dès que l'on tourne les pages, quelque chose saute aux yeux. Malgré l'absence de toute indication, le manuscrit est parfaitement organisé. Son contenu se divise en plusieurs grands ensembles, comme un livre structuré, pensé, cohérent. La première partie, la plus longue, rassemble près de 130 pages de plantes accompagnées de paragraphes écrits dans ce langage inexplicable. Chaque page présente une ou deux plantes dessinées avec un soin évident, mais ces plantes n'existent nulle part. Elles ont l'allure de vraies espèces jusqu'à un moment où un détail trahit qu'elles n'appartiennent à aucun herbier connu. Une racine trop torsadée, une tige qui ne correspond à aucune structure végétale réelle, une fleur aux proportions absurdes. On y voit parfois un morceau d'une plante qui rappelle quelque chose, un bulbe, une feuille, un pétale, puis immédiatement la logique s'échappe. Les botanistes ont passé des années à tenter de les identifier. Aucun n'a réussi. Il n'y a pas dans ces pages une seule plante incontestablement réelle. Les illustrations changent d'univers et nous entraînent dans un terrain qui ressemble à l'astronomie ou à l'astrologie. Une trentaine de pages montrent des soleils, des lunes, des étoiles, des diagrammes circulaires complexes et même une série de 12 roues qui semblent représenter les constellations du zodiaque. Mais encore une fois, rien ne colle parfaitement. Les symboles astrologiques ne sont pas tout à fait ceux utilisés au Moyen-Âge. Les constellations ne correspondent à aucune carte du ciel connue. L'impression générale est celle d'un savoir structuré, mais venu d'un endroit où nos repères ne fonctionnent plus. Puis vient ce qui est probablement la section la plus étrange du manuscrit. Une vingtaine de pages dédiées à ce que les chercheurs appellent, faute de mieux, la partie biologique ou balnéologique. On y découvre des dizaines de petites figures féminines, presque toujours nues, représentées sans perspective.
immergées dans des bassins remplis d'un liquide verdâtre, reliés entre elles par des sortes de tuyaux, de conduits, de réseaux qui donnent l'impression d'observer un système organique. Certains y voient une métaphore du corps humain, d'autres un traité médical lié à la gynécologie ou à la reproduction, d'autres encore une symbolique que nous aurions perdue. Le problème est toujours le même. Rien ne permet d'affirmer une seule de ces hypothèses. Chaque fois que l'une semble tenir, elle s'effondre sur un détail. Le manuscrit continue ensuite avec une section cosmologique faite de diagrammes circulaires encore plus obscurs, puis une partie pharmacologique où apparaissent ce qui semble être des racines, des jarres, des sortes de fioles, comme si le livre décrivait des recettes médicales. Mais là encore, tout cela reste hypothétique. Enfin, la dernière section rassemble une vingtaine de pages de paragraphes courts, chacun précédé d'une étoile, comme une liste d'instructions ou de préparations. Mais comme personne ne peut lire le texte, personne ne peut dire avec certitude de quoi il s'agit. Car le véritable problème, celui qui réduit à néant toutes les hypothèses, c'est la langue. Le manuscrit est écrit dans un alphabet totalement inconnu. Aucune lettre ne correspond au latin, au grec, au cyrillique, aux alphabets orientaux, à aucune écriture du Moyen-Âge. Il n'y a pas de ponctuation, pas de majuscule, jamais de double consonne. Mais le texte s'écoule avec une fluidité incroyable, d'une main sûre, rapide, presque confiante. Les mots semblent réguliers, ordonnés, structurés. Les analyses linguistes menées par des spécialistes du langage ont montré que cette écriture obéit aux mêmes règles statistiques que les langues naturelles. Fréquence des mots, répartition des syllabes, répétition des structures, tout indique que le Voynich est un vrai langage, cohérent, pensé, organisé, mais un langage qui n'a jamais existé dans aucun autre document connu. Le manuscrit n'est pas un brouillon, il n'est pas truffé de ratures, il n'a aucune correction visible, c'est un travail maîtrisé, tenu de bout en bout, et pourtant, il n'est signé nulle part. À partir de là, la question devient inévitable. Qui a écrit le manuscrit de Voynich et dans quel but ? Pendant longtemps, certains ont imaginé qu'il pouvait être l'œuvre du philosophe anglais Roger Bacon, mort en 1292, qui avait proposé des méthodes de cryptage pour protéger des connaissances jugées dangereuses. Mais cette hypothèse est impossible. Le parchemin est plus récent que lui d'un siècle. D'autres ont pensé à des figures comme Léonard de Vinci ou Paracelse, à cause de la richesse symbolique du livre. Mais aucun détail concret ne permet d'établir un lien avec leur style ou leurs travaux. On a même soupçonné que Voynich lui-même, l'antiquaire qu'il a redécouvert en 1912, puisse l'avoir écrit pour augmenter la valeur de sa collection. Mais là encore, la datation au carbone 14 détruit complètement cette idée. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le livre a circulé. Il est passé entre les mains de mathématiciens, de médecins, d'alchimistes. Il a peut-être été vendu à l'empereur Rudolf II pour une somme monstrueuse, probablement par le mathématicien John Dee, qui aurait tenté de profiter de l'intérêt de Rudolf pour les arts occultes. Un alchimiste de Prague, Georges Barèche, en devint propriétaire. Incapable de le lire, fasciné mais convaincu, il écrivit au jésuite Anasius Kircher, un des grands experts en langue inconnue de son époque, pour lui demander de l'aide. Kircher, captivé, tenta d'acquérir le manuscrit, mais sans succès. Puis, après la mort de Barèche, le livre tomba entre les mains d'un recteur de l'université de Prague, Jan Marek Marci, qui finit par l'envoyer à Kircher. À partir de ce moment, il disparut pendant 2 siècles dans les archives du collège romain, avant que Voynich ne le retrouve dans un coffre des Jésuites en Italie en 1912. Et l'histoire moderne est encore plus étonnante. En 1919, l'université de Pennsylvanie confie une copie du manuscrit à un certain William Newbold, un cryptologue brillant. Pendant 2 ans,
Il travaille dessus, persuade le monde qu'il a trouvé la clé, puis finit par s'effondrer en expliquant qu'il l'a perdue. Il prétend que le manuscrit contenait des secrets impossibles pour son époque. La structure cellulaire, la connaissance de la nébuleuse d'Andromède, et même des observations invisibles à l'œil nu. Ces affirmations font sensation jusqu'à ce qu'on démontre qu'elles ne reposent sur rien. Puis vient William Friedman, probablement le plus grand déchiffreur de codes du XXe siècle. L'homme qui a brisé les systèmes cryptographiques japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il échoue lui aussi. Dans les décennies suivantes, des quantités de linguistes, de mathématiciens, d'experts en intelligence artificielle, tous se penchent sur le texte, mais rien n'en sort. Un programme informatique canadien affirme un jour reconnaître de l'hébreu. Il se trompe. En 2019, un chercheur britannique affirme avoir déchiffré le manuscrit et propose une interprétation basée sur une langue proto-romane. L'article est retiré quelques jours plus tard. Après tout cela, après tant de tentatives, tant de passion, tant de déceptions, il ne reste qu'un constat. Le manuscrit de Voynich demeure illisible. Aucun passage n'a été traduit avec certitude. Aucun mot n'a fait consensus. Le livre résiste. Il est possible que les chercheurs aient adopté de mauvais angles, en oubliant d'intégrer profondément les illustrations dans leurs analyses. Il est possible que les 28 pages manquantes contenaient la clé du code. On ne saura peut-être jamais. Ce livre est un mur, un silence, une œuvre qui semble avoir été pensée pour rester fermée. Et malgré tout, ce silence n'est pas stérile. Plus le manuscrit se tait, plus il attire. Il n'est pas seulement un livre incompris. Il est devenu un miroir, un test, une énigme pour notre propre obsession du sens. Peut-être que dans ce refus obstiné de se laisser traduire, il révèle quelque chose de nous, de notre façon de projeter nos fantasmes, nos savoirs, nos limites sur l'inconnu. Peut-être que son secret n'est pas dans ce qu'il veut dire, mais dans ce qu'il provoque chez ceux qui tentent de le comprendre.